Je m'appelle Evelyne Ross et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été traitée comme une invitée dans ma propre famille. Pas le genre d'invité que l'on accueille avec chaleur, mais celle que l'on tolère parce que son nom est toujours écrit quelque part sur l'invitation. J'avais 36 ans quand tout a finalement changé. Mais la vérité est que j'avais commencé à disparaître bien avant cette nuit-là à l'hôtel Arbor Crown. J'avais commencé à disparaître depuis mes 15 ans, depuis le matin de la mort de ma mère, depuis le jour où mon père a cessé de prononcer son nom à haute voix, et depuis que Céleste Ward est entrée dans notre maison avec son parfum doux. Sa posture parfaite et un sourire assez tranchant pour effacer chaque souvenir que ma mère avait laissé derrière elle. Le nom de ma mère était Lilian Valros. Pour le monde entier, elle était à peine une note de bas de page dans l'histoire de la réussite de mon père. Pour moi, elle était tout. Elle était architecte, préservatrice du patrimoine, et la première personne qui m'a appris que les choses anciennes n'étaient pas inutiles simplement parce que des personnes insouciantes ne voyaient plus leur valeur. Quand j'étais petite fille, elle m'emmenait avec elle dans des bâtiments abandonnés avant le lever du soleil. Je me souviens avoir marché à ses côtés dans des halls d'hôtels vides, de vieux théâtres et des bibliothèques oubliées. Ma petite main entourait deux de ses doigts tandis que la poussière flottait à travers les fenêtres brisées comme de l'or. Elle me montrait des carreaux fissurés, des poutres pourries et des plafonds tachés par l'eau. Et au lieu d'y voir de la ruine, elle y voyait des possibilités. Evelyne, me disait-elle, ne fais jamais confiance à la peinture. La peinture ment. Regarde les fondations. Les fondations disent la vérité. À l'époque, je ne comprenais pas à quel point cette phrase finirait par compter pour moi. Je pensais qu'elle m'enseignait des choses sur les bâtiments. Je ne savais pas qu'elle m'apprenait comment survivre aux gens. Mon père, Malcolm Ross, était connu à Charleston comme l'homme des hôtels. Les gens l'admiraient. Il lui serrait la main lors des dîners de charité, le citait dans les magazines financiers et le félicitait pour avoir sauvé des bâtiments historiques de la destruction. Il possédait Ross Heritage Hospitality, une entreprise construite autour d'hôtels de luxe restaurés, avec des plaques en laiton poli, des halls en marbre et des cordons de velours à l'extérieur des événements privés. Tout le monde disait que mon père avait de la vision. Mais la vérité était que ma mère avait eu cette vision la première. C'était elle qui avait vu la beauté dans les endroits brisés. C'était elle qui avait trouvé l'hôtel Arbor Crown alors qu'il était presque condamné. C'était elle qui avait passé des années à se battre pour le sauver. Mon père savait comment charmer les investisseurs. Ma mère savait comment construire quelque chose qui durerait. Puis, un matin, elle est partie. Un accident vasculaire cérébral. Soudain, brutal, définitif. Il n'y a pas eu de longs adieux, pas de temps pour me préparer, pas de dernière conversation où elle m'aurait dit comment vivre sans elle. Un jour, elle se tenait là en botte de chantier à se disputer avec un entrepreneur au sujet d'une moulure d'origine. Et le lendemain, notre maison était pleine de plats préparés, d'adultes qui chuchotaient et de fleurs à l'odeur trop sucrée. Je me souviens de mon père debout à côté de son cercueil, une main sur mon épaule. Je me souviens avoir pensé que nous étions les deux seules personnes au monde à comprendre vraiment ce qui avait été perdu. Pendant un court instant, j'ai cru que le chagrin nous unirait. Je me trompais. 6 mois plus tard, mon père a épousé Céleste Ward. Céleste n'est pas privée de qualité d'apparence à son arrivée. Cela aurait été plus facile si elle avait été d'emblée détestable. Elle est arrivée comme une solution. Elle portait des robes de couleur claire, parlait d'un ton doux et disait à tout le monde qu'elle voulait seulement aider Malcolm à guérir. Les gens l'adoraient pour cela. Ils la qualifiaient de gracieuse, forte et patiente. J'ai vite appris que la cruauté de Céleste n'avait pas besoin de s'exprimer bruyamment. Elle n'avait pas besoin de crier pour effacer quelqu'un. Il lui suffisait de réorganiser la pièce. D'abord, les plans encadrés de ma mère ont été retirés des murs du couloir. Céleste disait qu'ils rendaient la maison lourde du passé. Ensuite, la table à dessin de ma mère a été déplacée de la véranda vers le garage parce que Céleste voulait un espace pour son yoga matinal. Ses livres ont été mis dans des cartons. Ses photographies ont disparu une à une. Son fauteuil préféré a été retapissé, puis remplacé. Au début, je pensais que c'était des petits détails. Douloureux, certes, mais mineurs. Puis j'ai réalisé que les petites choses deviennent un enterrement lorsqu'elles se répètent jour après jour. Céleste avait un fils de son premier mariage nommé Nolan. Il avait 17 ans, 2 ans de plus que moi, il était beau, sûr de lui et tout à fait à l'aise pour occuper un espace qui ne lui avait jamais appartenu. En l'espace d'1 an,
il appelait mon père papa. En l'espace de 2 ans, les gens l'appelaient le garçon de Malcolm. Lors des réunions de famille, Céleste le présentait avec fierté, une main posée sur son épaule comme si elle présentait l'avenir. Lorsqu'elle me présentait, son sourire changeait. Voici Evelyne, disait-elle, la fille de Lilian. Pas la fille de Malcolm. La fille de Lilian. Un rappel, un reste, un avant. Au fil des ans, Nolan est devenu l'enfant chéri de la famille Ross. Mon père l'a intégré dans l'entreprise après l'université, lui a donné un bureau avec vue sur le front de mer et l'a laissé assister à des réunions d'investisseurs qu'il comprenait à peine. Nolan a appris le langage de l'hôtellerie comme certaines personnes apprennent les étiquettes de vin cher, assez pour paraître impressionnant, jamais assez pour construire quelque chose de réel. Pourtant, il rendait bien sur les photos. Il portait des costumes sur mesure, serrait les mains avec assurance et savait parler de l'héritage sans jamais mentionner la femme qui avait conçu les fondations sur lesquelles il reposait. J'ai choisi une autre voie. J'ai étudié l'ingénierie structurelle, puis la préservation historique. J'ai travaillé sur des églises aux clochers fissurés, des bibliothèques aux toits qui fuyaient et de vieux théâtres communautaires qui sentaient la poussière et la pluie. J'aimais ce travail parce qu'il me rapprochait de ma mère. Chaque fois que je restaurais un bâtiment auquel quelqu'un d'autre avait renoncé, j'avais l'impression de répondre à quelque chose qu'elle avait laissé inachevé. Je payais mes propres factures. J'avais acheté ma propre voiture. Je n'ai jamais demandé d'argent à mon père après avoir eu 22 ans. Mais dans ma famille, l'indépendance n'était pas respectée à moins d'avoir l'air coûteuse. Céleste qualifiait mon travail de jouer avec des briques. Nolan a ri un jour à Thanksgiving et a dit, Evelyne restaure les bâtiments physiquement, de ses propres mains. Tout le monde autour de la table a ri doucement comme si le travail honnête était un défaut charmant. Mon père a souri faiblement et a regardé son assiette. C'était ce qu'il faisait toujours quand j'avais le plus besoin de lui. Il regardait en bas. L'hôtel Arbor Crown était la blessure la plus douloureuse de toutes. C'était le projet de rêve de ma mère, le bâtiment pour lequel elle s'était battue le plus durement. Pourtant, chaque brochure l'appelait le chef-d'œuvre de Malcolm Ross. Chaque discours de gala faisait l'éloge de la vision de mon père. Chaque article de journal décrivait comment Ross Heritage Hospitality avait sauvé un monument historique de Charleston de la ruine. Le nom de ma mère n'était jamais prononcé, ni en public, ni lors des dîners de famille, ni même par mon père. Et j'ai laissé faire cela pendant trop longtemps. Je me disais que le silence était une forme de dignité. Je me disais que la patience était une force. Je me disais qu'un jour mon père se souviendrait. Qu'un jour il se tournerait vers une pièce pleine de monde et dirait, en réalité, cela a commencé avec Lilian. Mais les années passaient et il ne le faisait jamais. À la place, Céleste devenait plus audacieuse, Nolan s'enrichissait et il devenait de plus en plus facile pour eux de m'ignorer. Au moment où le gala du 70e anniversaire de mon père a été annoncé, je savais déjà quel rôle je devais jouer. On s'attendait à ce que j'y assiste discrètement, que je souris poliment et que je me tienne au bord de la célébration pendant qu'il louait un héritage construit sur le nom effacé de ma mère. Je devais applaudir Nolan en tant qu'avenir de tout ce que ma mère avait commencé. Je devais accepter d'être traité comme un rappel embarrassant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les fondations attendaient depuis le début. Et les fondations, une fois révélées, ont une façon bien à elles de dire la vérité. 2 mois avant le gala du 70e anniversaire de mon père, j'ai reçu une lettre d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Elle est arrivée un mardi après-midi, glissée entre une facture d'électricité et une invitation brillante à un autre événement caritatif où des gens riches boiraient du champagne sous des plafonds restaurés et se féliciteraient mutuellement d'aimer l'histoire. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, et beaucoup trop formelle pour être un courrier indésirable. Mon nom complet y était dactylographié, Evelyne Lilian Ross. Je l'ai fixé pendant un long moment. Plus personne n'utilisait mon deuxième prénom, ni mon père, ni les amis de la famille, et certainement pas Céleste. Le nom de ma mère avait été caché à l'intérieur du mien comme un secret que personne ne voulait prononcer à haute voix. Le voir imprimé là, propre et incontestable, m'a donné l'impression d'entendre sa voix depuis une autre pièce. J'ai ouvert l'enveloppe avec mon pouce. À l'intérieur se trouvait une seule page sur un papier à en-tête lourd provenant du cabinet Bell et Whittaker, avocat à la cour. Le message était court, mais chaque mot semblait peser plus qu'il ne l'aurait dû. Mademoiselle Ross, votre mère, Lilian Val Ross, a laissé des instructions pour que vous contactiez ce cabinet dès votre 36e anniversaire concernant la structure de propriété de l'hôtel Arbor Crown.
Je l'ai lu une fois, puis une autre, puis une troisième fois, plus lentement. Ma mère. Mon anniversaire. L'hôtel Arbor Crown. La structure de propriété. Ces mots n'avaient rien à faire ensemble, et pourtant ils étaient là, posés sur le comptoir de ma cuisine comme s'ils attendaient depuis 18 ans de me trouver. Mon 36e anniversaire était passé 3 semaines plus tôt. Il n'y avait pas eu de dîner de famille, pas de fleurs, pas d'appel surprise de mon père. Il m'avait envoyé un seul message texte à 8h14 du matin, « Bon anniversaire, Evie. J'espère que tu vas bien. Evie. » Il ne m'avait pas appelé ainsi depuis que ma mère était en vie. J'avais fixé le message pendant près de 5 minutes avant d'écrire « Merci, papa ». C'était tout ce que je m'autorisais, car tout autre mot aurait ressemblé à une demande. Et j'étais fatigué de demander. J'ai composé le numéro figurant au bas de la lettre avec des mains plus stables que ma respiration. Une réceptionniste a répondu, m'a mise en attente pendant moins de 10 secondes, puis la voix d'une femme est parvenue à mon oreille. « Evelyne, dit-elle doucement. Ici Myriam Bell. J'attendais votre appel. » Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui m'a fait frissonner la nuque. Pas surprise, pas curieuse, elle m'attendait. De quoi s'agit-il, ai-je demandé. Il y eut un silence, prudent et délibéré. Il s'agit de votre mère, dit-elle, et de ce qu'elle a protégé pour vous. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de Myriam Bell sur la rue Queen, au-dessus d'un vieux magasin de livres anciens aux volets verts et aux lampes en laiton brillant derrière les vitrines. Son bureau sentait le vieux papier, le bois ciré et l'huile de citron. C'était le genre de pièce qui vous incitait instinctivement à baisser la voix, comme si chaque étagère de bibliothèque avait entendu des secrets que des personnes puissantes auraient voulu garder enterrés. Myriam Bell avait un peu plus de 70 ans, des cheveux argentés coupés proprement au niveau du menton et des yeux qui ne laissaient rien passer. Elle portait un tailleur bleu marine, aucun bijou à l'exception d'une fine montre en or, et elle me regardait avec l'attention calme de quelqu'un qui a passé sa vie à lire des documents avant que quiconque n'en comprenne les conséquences. Elle n'a pas perdu de temps. Votre mère était l'une des clientes les plus précises que j'ai jamais eues, dit-elle en plaçant un dossier bleu sur le bureau entre nous. Elle pensait que la beauté était importante, mais elle pensait aussi que les documents administratifs l'étaient encore plus. Malgré moi, j'ai presque souri. Cela ressemblait bien à ma mère. Myriam a ouvert le dossier et m'a présenté le premier document. En haut se trouvait un nom que je n'avais jamais vu auparavant, Val Préservation Holdings. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? La société de votre mère. Ma mère avait une société? Elle avait plus qu'une société, Evelyne, dit Myriam. Elle avait un plan. Puis elle a commencé à m'expliquer. Pendant près de 18 ans, l'hôtel Arbor Crown avait été présenté comme faisant partie de Ross Heritage Hospitality. C'était ce que les journaux écrivaient. C'était ce que disaient les brochures. C'était ce que mon père répétait dans les interviews lorsque les gens le qualifiaient de visionnaire. Ross Heritage Hospitality exploitait l'hôtel, y compris les chambres, le restaurant, le personnel, les événements, l'image de marque et l'image de luxe, mais elle ne possédait pas tout. Le terrain sous l'hôtel Arbor Crown, le bâtiment historique lui-même, les droits de restauration architecturale, la convention de préservation et les documents de conception originaux de ma mère avaient été placés au sein de Val Préservation Holdings avant son décès. Ma mère avait créé une structure juridique distincte autour du bâtiment, un mur, une fondation, quelque chose que Céleste ne pouvait pas redécorer, réécrire ou retirer d'un couloir. Je suis resté complètement immobile pendant que Myriam faisait glisser un document sur le bureau. À votre 36e anniversaire, dit-elle, la propriété de Val Préservation Holdings vous a été entièrement transférée. L'air a quitté mes poumons. À moi. À vous, répéta-t-elle. Le bail d'exploitation de Ross Heritage Hospitality ne peut se poursuivre que selon des conditions approuvées par le propriétaire majoritaire de Val Préservation Holdings. Depuis 3 semaines, ce propriétaire, c'est vous. Pendant quelques secondes, je n'ai rien entendu d'autre que les battements de mon cœur dans mes oreilles. J'ai pensé à chaque gala organisé sous ces lustres, à chaque article qualifiant le Arbor Crown de chef-d'œuvre de mon père, à chaque fois que Nolan s'était tenu dans ce hall en souriant devant les caméras comme un prince devant son héritage. Et à chaque fois que Céleste m'avait dit de ne pas vivre dans le passé pendant qu'elle construisait son statut social à l'intérieur d'un bâtiment que ma mère avait sauvé. Ils avaient effacé son nom tout en se tenant sur sa propriété. Est-ce que mon père le savait, ai-je demandé. L'expression de Myriam s'est adoucie,
mais seulement légèrement. Oui, dit-elle. Il a signé l'acte d'acquiescement il y a 18 ans. Elle a tourné une autre page. Il était là, Malcolm James Ross. La signature de mon père. Forte, familière, incontestable. Je l'ai fixée jusqu'à ce que l'encre devienne floue. Il savait. Il savait quand Céleste avait retiré les plans de ma mère des murs. Il savait quand Nolan donnait des interviews sur l'héritage de la famille. Il savait quand j'assistais à ses dîners en écoutant leurs éloges sur tout ce que Malcolm avait construit. Il savait quand je le regardais, le suppliant silencieusement de prononcer le nom de ma mère. Il n'avait pas oublié. Il avait choisi le silence. Myriam m'a laissé digérer la nouvelle avant de poursuivre. Il y a une autre raison pour laquelle je vous ai contacté maintenant, dit-elle. Céleste Ward Ross a fait des démarches. Mon estomac s'est serré. Quel genre de démarches? Elle s'est entretenue avec des avocats au sujet du transfert de certains actifs contrôlés par la famille à Nolan avant le gala de votre père. Un avocat a contacté ce cabinet en pensant à tort que Ross Heritage Hospitality contrôlait entièrement la propriété de Harbor Crown. J'ai presque ri, mais rien de tout cela n'était drôle. Elle pense que mon père peut donner l'hôtel à Nolan. Elle semble le croire, oui. Peut-il le faire? Non, dit Myriam. Il ne peut pas transférer ce qu'il ne possède pas. Cette phrase s'est ancrée en moi comme une poutre qui se met en place. Pendant des années, Céleste s'était comportée au sein de notre famille comme si le simple fait de vouloir une chose la lui appropriait. Elle avait déplacé les photos de ma mère, ma place à table, l'attention de mon père et l'histoire de ma famille. Elle avait tout réorganisé et avait appelé cela une guérison. Mais là, enfin, il y avait quelque chose qu'elle ne pouvait pas déplacer, du papier, de l'encre, la loi. Ma mère avait laissé derrière elle une structure plus solide que la mémoire. Je suis sorti du bureau de Myriam avec les copies des documents dans un dossier en cuir serré contre ma poitrine. Dehors, Charleston semblait inchangé. Les touristes passaient avec des sacs de course. Des calèches roulaient sur les pavés. Les cloches d'une église sonnaient au loin. La ville continuait de respirer comme si ma vie entière ne venait pas de basculer. Pendant plusieurs jours, je n'ai rien dit à personne. Je suis allé travailler. J'ai répondu à mes courriels. J'ai examiné des rapports sur un projet de restauration de théâtre. J'ai bu du café. J'ai payé mes factures. J'ai fait semblant que mes mains ne tremblaient pas chaque fois que j'ouvrais ce dossier le soir pour relire ces mots, acte de propriété, convention de préservation, bail d'exploitation, transfert de propriété. Ma mère ne m'avait pas laissé un collier, un journal intime ou une boîte de photos. Elle m'avait laissé le sol sous mes pieds. Et pourtant, même à ce moment-là, je ne voulais pas de vengeance. Ce que je voulais était bien plus dangereux, je voulais que mon père me choisisse sans y être forcé. 3 semaines avant le gala, j'ai conduit jusqu'à sa maison avec une petite boîte en bois posée sur le siège passager. À l'intérieur se trouvait la clé en laiton d'origine de la réception du Harbor Crown, celle que ma mère avait gardée de la restauration. Je l'avais polie moi-même jusqu'à ce que ses initiales apparaissent clairement au dos, LVR, Lilian Valros. Sur le couvercle de la boîte, j'avais fait graver 5 mots, Lilian l'a vu en premier. Quand mon père l'a ouverte dans son bureau, son visage a changé. Pendant une brève seconde, j'ai revu l'homme qui avait aimé ma mère. Ses doigts tremblaient lorsqu'il a touché la clé. Je me souviens de cela, a-t-il chuchoté. Puis Céleste est apparue dans l'encadrement de la porte. Ses yeux sont passés de la boîte à son visage, et je l'ai vu reconnaître une émotion qui ne lui appartenait pas. Comme c'est sentimental, dit-elle, mais Malcolm a déjà bien assez de rappels du passé. Nous nous concentrons sur l'avenir désormais. Mon père a refermé la boîte. Il n'a pas défendu mon cadeau. Il n'a pas prononcé le nom de ma mère. Il l'a simplement posé sur son bureau comme un objet trop dangereux à tenir. Et en rentrant chez moi ce soir-là, le dossier de documents posé à côté de moi, j'ai enfin compris ce que ma mère avait protégé. Elle avait protégé l'hôtel contre Céleste, mais aucun document juridique ne pouvait me protéger de l'espoir que mon père devienne courageux. Cette leçon, je devrais l'apprendre par moi-même. La nuit du gala du 70e anniversaire de mon père, je me suis tenu devant le miroir de ma chambre pendant près de 10 minutes à fixer une version de moi-même que je reconnaissais à peine. Je portais une robe noire simple, ajustée mais sans fioritures, le genre de robe qui n'appelait pas l'attention mais refusait de disparaître. Mes cheveux étaient coiffés vers l'arrière,
mon maquillage était léger, et à mes oreilles pendaient les boucles d'oreilles en perles de ma mère, les seuls bijoux que Céleste n'avait jamais réussi à s'approprier. Sur ma commode reposait la petite boîte en bois contenant la vieille clé en laiton de l'hôtel Arbor Crown, la clé gravée aux initiales de ma mère. Je l'ai prise et tenue un instant, sentant son poids à travers la doublure en velours. Je me disais que je n'allais pas là-bas pour me battre. Je n'y allais pas pour démasquer qui que ce soit. J'allais donner à mon père une dernière chance de faire la chose la plus simple qu'un père puisse faire, prononcer mon nom, prononcer le nom de ma mère et laisser la vérité éclater au grand jour pour une fois. L'hôtel Arbor Crown brillait comme un joyau au bord de l'eau à Charleston ce soir-là. Une lumière dorée s'échappait des grandes fenêtres cintrées pour se projeter sur le trottoir, et les voituriers s'activaient entre les voitures noires, argentées et les véhicules utilitaires de sport coûteux. Un quatuor à cordes jouait quelque part à l'intérieur. Les invités en robe de soirée et en smoking passaient l'entrée en riant doucement, affichant cette assurance que donne l'argent quand on sait qu'une pièce a été conçue pour soi. Je me suis arrêté devant les portes-tambours et j'ai levé les yeux vers les pierres sculptées de la façade. Ma mère s'était battue pour sauver ces détails. Je me souvenais d'elle debout sur un échafaudage en bottes de chantier, ses cheveux attachés, affirmant que la pierre d'origine devait être restaurée et non remplacée. À présent, sous ces mêmes pierres, les gens arrivaient pour célébrer un héritage qui lui avait été volé, un discours poli après l'autre. À la table d'accueil, la jeune femme chercha mon nom et fronça les sourcils. Je vis son doigt parcourir la liste des invités une fois, puis une autre. « Je suis désolée, dit-elle prudemment, je ne vous vois pas ici. » J'ai presque souri parce que je m'y attendais. Je ne l'espérais pas, mais je m'y attendais. Avant que je ne puisse répondre, une organisatrice d'événements plus âgée s'est penchée, m'a regardé et a chuchoté, c'est Evelyn Ross. Mettez-la dans la liste des invités de secours de la famille. Invité de secours de la famille. Deux mots qui résumaient ma vie entière bien mieux que n'importe qui dans cette salle de bal ne le pourrait jamais. J'ai hoché la tête, j'ai accepté le petit carton de table qu'elle me tendait et je suis entré avec la boîte en bois à la main, tandis que le dossier en cuir contenant les documents était resté en sécurité dans ma voiture. La salle de bal était à couper le souffle, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses encore pires. Des roses blanches débordaient de vases en cristal. Des pyramides de champagne scintillaient sous les lustres. Un écran géant derrière la scène projetait des photos du Arbor Crown avant et après sa restauration. On y voyait des plafonds fissurés, des balcons en ruine, des couloirs inondés, puis le hall d'entrée élégant et étincelant comme s'il avait toujours été destiné à impressionner de riches clients. Le travail de ma mère remplissait la pièce, mais son visage n'était nulle part. Son nom n'était nulle part. À la place, l'écran a laissé place à un portrait de mon père accompagné de ces mots, Malcolm Ross, une vie de vision. Je me tenais là, observant des inconnus applaudir un mensonge avec des coupes de champagne à la main. Mon père se tenait près de la scène, vêtu d'un smoking noir, souriant aux côtés de Céleste et de Nolan. Céleste portait une robe argentée qui captait toutes les lumières de la salle. Nolan se tenait à ses côtés dans un costume sur mesure, acceptant les poignées de main comme un prince attendant sa couronne. Quand mon père m'a enfin aperçu, une lueur a traversé son regard. Je voulais croire que c'était de la chaleur, peut-être de la culpabilité, ou même du soulagement. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas vers moi, Céleste lui a touché le bras. C'était un geste infime, presque invisible, mais je l'ai vu, la même laisse invisible qu'elle tenait depuis 18 ans. Mon père est resté immobile. Le dîner a commencé et les discours ont suivi. Nolan a parlé le premier, remerciant mon père de lui avoir appris ce que signifiait le mot héritage. Il a parlé de croissance, d'expansion, de futur hôtel, de valeurs familiales et de la transmission du nom des Ross. Les gens ont applaudi. Céleste a essuyé ses yeux comme si elle était submergée par la fierté. Puis elle a pris le micro. Sa voix était fluide, pleine d'émotion, parfaitement répétée. Elle a qualifié mon père de visionnaire, de bâtisseur, d'homme qui créait de la beauté là où d'autres ne voyaient que de la ruine. Elle a remercié Nolan d'avoir repris la direction de l'entreprise avec grâce et force. Elle a remercié les investisseurs, les amis, les membres du conseil d'administration et même le personnel de l'événement. Mais elle n'a jamais prononcé le nom de ma mère, pas une seule fois. La femme qui avait trouvé le Arbor Crown, conçu sa restauration, protégé ses structures et laissé derrière elle les fondations juridiques sur lesquelles reposaient toutes les personnes présentes dans cette pièce, restait invisible. Quelque chose en moi s'est glacé. Pas de manière désordonnée ou impulsive, un froid limpide.
Je me suis levé lentement, en tenant la boîte en bois. Quelques personnes se sont tournées pour regarder. Je me suis dirigé vers la scène, sans hâte, sans théâtralité, d'un pas régulier. Je voyais mon père m'observer à présent. Son visage était devenu blême. Le sourire de Céleste s'est figé. Nolan s'est penché vers elle pour lui chuchoter quelque chose, mais elle n'a pas détaché ses yeux de moi. Je n'étais qu'à 10 pas de la scène quand Céleste s'est tournée à nouveau vers le micro. La sécurité, dit-elle. Le silence s'est fait dans la salle. Pendant une étrange seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis elle a souri dans le micro et a dit « Veuillez l'escorter dehors avant qu'elle n'embarrasse davantage cette famille ». Le silence qui a suivi était immense. 250 personnes se sont retournées sur leurs chaises. J'ai senti chaque regard peser sur ma peau. 2 agents de sécurité se sont dirigés vers moi depuis le côté de la salle de bal. Nolan avait l'air amusé, presque satisfait. Céleste se tenait droite, élégante, victorieuse. Et mon père se tenait à 3 pas d'elle, assez près pour prendre le micro, assez près pour dire « Arrêtez. C'est ma fille ». Il ne l'a pas fait. Il m'a regardé, puis a regardé Céleste, avant de baisser les yeux vers le sol. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'attendre. L'agent sur ma gauche a parlé doucement. « Madame, vous devez nous suivre. » J'ai regardé mon père une dernière fois. Ma voix n'a pas tremblé. « Je suis venu ce soir pour te donner une dernière chance de te souvenir de qui a bâti cette famille, ai-je dit. Maintenant je sais que tu n'as jamais oublié. Tu as juste choisi le silence. » J'ai posé la boîte en bois sur la table la plus proche. Je ne l'ai pas claquée. Je ne l'ai pas jetée. Je l'ai posée délicatement parce que la clé qu'elle contenait avait appartenu à ma mère et méritait mieux que leur laideur. Puis je me suis retourné et je suis parti. Derrière moi, j'ai entendu Céleste rire nerveusement dans le micro et dire « Je suis tellement désolé, tout le monde. » Certaines personnes ne savent tout simplement pas quand éviter de faire une scène. La salle a laissé échapper quelques rires embarrassés. Puis la musique a repris. Dehors, l'air de la nuit a fouetté mon visage comme de l'eau. Je suis passé devant le stand des voituriers, devant les fenêtres lumineuses, devant les invités qui s'étaient éclipsés pour fumer et qui faisaient semblant de ne pas me reconnaître. J'ai rejoint ma voiture au fond du parking, je suis monté à l'intérieur et je suis resté assise là, dans l'obscurité. Pendant 60 secondes, je me suis laissé envahir par ce sentiment, l'humiliation, la colère, ces années passées à être effacées, raillées, corrigées, renommées, rabaissées. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Myriam Bell a répondu dès la première sonnerie. « Êtes-vous prête ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé à travers le pare-brise l'hôtel Arbor Crown, le bâtiment de ma mère, resplendissant d'une gloire volée. « Oui, ai-je dit, je suis prête. » En quelques minutes, Myriam a envoyé les confirmations de transfert. J'ai signé chaque document de mon nom légal complet, Evelyne Lillian Ross. Val Préservation Holdings a formellement notifié à Ross Heritage Hospitality que le bail d'exploitation de Arbor Crown ne serait pas renouvelé selon les termes actuels. La banque finançant le projet d'expansion de Nolan a reçu un avis l'informant que la garantie qu'il avait présentée n'était pas sous son contrôle. Le conseil de préservation de la ville a reçu la convention originale de ma mère. Enfin, une mise en demeure a été envoyée pour exiger que Ross Heritage cesse d'utiliser le travail architectural, les dessins et l'histoire de la restauration de Lillian Val Ross sans lui attribuer le crédit qui lui revenait. Quand j'ai eu terminé, mes mains étaient stables. Le temps que le dessert soit servi à l'intérieur, les fondations de leur célébration s'étaient effondrées. Je suis rentré chez moi sans allumer mon téléphone. Je voulais du silence. Un vrai silence. Pas celui que mon père utilisait comme une marque de lâcheté. Quand j'ai enfin pénétré dans ma cuisine, j'ai retiré les boucles d'oreilles en perles de ma mère, je les ai posées délicatement sur le comptoir et j'ai rallumé mon téléphone. 68 appels manqués. Céleste, Nolan, mon père, Céleste à nouveau, Nolan à nouveau. Les messages affluaient si vite que l'écran avait du mal à suivre. Que as-tu fait? Appelle-moi immédiatement. Espèce de petite fille vindicative. Mon conseiller en prêt vient de m'appeler. Evelyne, s'il te plaît, nous devons parler. Je me suis préparé un thé pendant que le téléphone vibrait sur la table. Pour la première fois de ma vie, ils étaient désespérés de me joindre. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas pressé de répondre.
À 23h41 ce soir-là, ma sonnette a retenti. Je savais déjà de qui il s'agissait avant même de vérifier la caméra. Pendant 18 ans, c'était moi qui conduisais jusqu'à leur maison, entrais dans leur pièce, m'asseyais à leur table et acceptais la place qu'ils voulaient bien me donner. Mais à présent, ils se tenaient devant ma porte, vêtus des restes de leur soirée parfaite, levant les yeux vers mon appartement comme des gens arrivant au tribunal alors que le verdict venait déjà d'être prononcé. Mon père était toujours en smoking, son nœud papillon défait autour du cou. Céleste se tenait à ses côtés dans sa robe argentée, mais l'éclat l'avait quitté. Son rouge à lèvres était estompé, ses cheveux s'étaient décoiffés et la panique avait effacé la douceur de son visage. Nolan se tenait derrière eux, serrant son téléphone si fort que ses articulations en étaient blanches. Je les ai laissés attendre un instant. Non pas par cruauté, mais parce que j'avais besoin de ressentir la réalité de la situation. Pour une fois, ils ne me convoquaient pas. Ils demandaient à entrer. Lorsque j'ai ouvert la porte, Céleste s'est précipitée la première. « Que as-tu fait » a-t-elle sifflé, entrant dans mon appartement comme si elle avait encore le droit de pénétrer dans n'importe quel espace et d'en prendre le contrôle. J'ai levé une main. Baissé d'un ton ou partez. Elle s'est arrêtée si brusquement que Nolan a failli la heurter par derrière. Mon père m'a regardé comme s'il n'avait jamais entendu ce ton de ma part. Peut-être était-ce le cas. Peut-être avais-je passé trop d'années à rendre ma douleur facile à ignorer pour lui. Ils sont entrés. Mon appartement était petit comparé à la maison de mon père au bord de l'eau, mais il était à moi. Les étagères que j'avais construites moi-même bordaient le mur du salon. De vieux livres de restauration étaient empilés à côté de croquis encadrés de bâtiments que j'avais contribué à sauver. Sur la table basse reposait le dossier en cuir que Myriam m'avait remis, déjà ouvert. Céleste l'a pointé du doigt comme s'il s'agissait de quelque chose de sale. « Tu as volé cette famille. »« Non, ai-je dit. J'ai hérité de ma mère. » J'ai posé le premier document sur la table. Voici la structure de l'acte de propriété pour le Harbor Crown. Le terrain, le bâtiment historique, la convention de préservation et les droits architecturaux appartiennent à Val Preservation Holdings. Nolan a saisi la page avant que Céleste ne puisse l'en empêcher. Ses yeux l'ont parcouru rapidement, puis se sont arrêtés. Cela n'a pas de sens. Cela a tout à fait du sens, ai-je dit. Ross Heritage Hospitality exploite l'hôtel. Elle ne possède pas le bâtiment qui l'abrite. Céleste s'est tournée vers mon père. Malcolm, dis-lui que ce sont des absurdités. Mais mon père ne bougeait pas. Il fixait la page de signature que j'avais placée devant lui, celle qui portait sa propre signature d'il y a 18 ans. Je l'ai regardé. Tu savais. Son visage a semblé s'affaisser. Oui, a-t-il chuchoté. Céleste s'est retournée brusquement vers lui. Tu savais? Il a dégluti péniblement, mais n'a rien ajouté. Et ce silence, pour une fois, ne l'a pas protégé, il l'a exposé. J'ai posé le deuxième document sur la table. Nolan a lâché la page comme si elle le brûlait. Ton prêt d'expansion était basé sur une garantie que tu ne contrôlais pas, ai-je conclu. La banque est désormais au courant. Son visage est devenu livide. Le masque de Céleste s'est brisé. Tu n'avais aucun droit d'interférer avec l'avenir de Nolan. J'ai presque ri. L'avenir de Nolan? Construit sur l'autel de ma mère, en utilisant ses dessins, son travail de préservation, alors que son nom a été effacé de chaque mur. Céleste s'est approchée, la voix basse et venimeuse. Ta mère est morte, Evelyne. La pièce est devenue silencieuse. Pendant des années, cette phrase aurait brisé quelque chose en moi. Ce soir-là, ce ne fut pas le cas. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, oui. Et pourtant, elle m'a mieux protégé que mon propre père vivant ne l'a jamais fait. Mon père a tressailli comme si je l'avais frappé. Je ne me suis pas excusé. La vérité n'est pas une attaque simplement parce qu'elle finit par éclater. Céleste a regardé mon père, puis moi, et les mots sont sortis avant qu'elle ne puisse les habiller. Tu n'aurais jamais dû avoir autant d'importance. Elle était là, la fondation de toutes ces années. Pas un malentendu, pas des tensions familiales, pas le deuil. Elle avait construit sa vie sur l'hypothèse que je pouvais être effacé sans conséquence. J'ai hoché la tête lentement. Je sais. Cela a semblé l'effrayer plus que la colère ne l'aurait fait. Au cours des jours suivants,
tout ce que Céleste avait poli a commencé à s'effondrer. Les photos du gala ont disparu du site internet de l'entreprise. La vidéo promotionnelle honorant la vision de mon père a été retirée après que Myriam a envoyé une mise en demeure exigeant que le crédit soit correctement attribué à Lilian Valros. Le conseil de préservation de la ville a ouvert une enquête sur les documents publics qui utilisaient les conceptions de ma mère sans mentionner son nom. Le projet d'expansion de l'hôtel de Nolan s'est effondré lorsque son prêteur a découvert que la propriété du Harbor Crown n'était pas disponible comme garantie. Les investisseurs ont commencé à poser des questions, le genre de questions que les gens ne posent que lorsqu'ils réalisent que l'histoire qu'ils ont achetée repose peut-être sur les fondations de quelqu'un d'autre. Mon père a démissionné du conseil d'administration de Ross Heritage Hospitality sous 10 jours. Le communiqué de presse a qualifié cela de départ à la retraite, ce n'en était pas un. C'était une retraite forcée. Céleste a quitté la maison du front de mer 2 semaines plus tard. J'ai entendu dire qu'elle était allée s'installer chez une amie à Savannah, bien que je n'ai jamais posé de questions. Nolan m'a envoyé un dernier message, « Tu as tout détruit ». J'ai répondu, « Non », j'ai retiré le mensonge qui soutenait le tout. Puis j'ai bloqué son numéro. 3 mois plus tard, je me tenais dans le hall de l'hôtel Harbor Crown au lever du soleil. Pas de champagne. Pas de lustres étincelants pour des invités fortunés. Pas de Céleste en robe de soie argentée contrôlant la scène. Juste la lumière du matin qui filtrait à travers les fenêtres cintrées que ma mère avait sauvées, se projetant sur le carrelage qu'elle s'était battue à restaurer. Un petit groupe s'était réuni près de la réception, Myriam, 2 architectes spécialisés dans la préservation, quelques responsables de la ville et mon père. Il se tenait à l'arrière, seul, vêtu d'un costume bleu marine et paraissant plus vieux qu'il ne l'avait jamais été. Devant nous se trouvait une plaque de bronze recouverte d'un drap blanc. Lorsque le drap a été retiré, j'ai lu les mots à travers des larmes que je refusais d'essuyer. L'hôtel Harbor Crown. Restauré grâce à la vision et au travail de Lilian Valros, architecte, préservatrice du patrimoine, fondatrice. Tout ce qui est beau commence par une structure. Pour la première fois en 18 ans, le nom de ma mère appartenait à nouveau au bâtiment. Après le départ de tout le monde, mon père s'est approché de la plaque. Il a tendu la main et a touché son nom de 2 doigts. J'aurais dû le dire il y a des années, a-t-il chuchoté. Oui, ai-je dit, tu aurais dû. Ses yeux se sont remplis de larmes. Puis-je encore essayer? Je l'ai regardé pendant un long moment. J'ai vu la lâcheté, le regret, l'amour qui avait été trop faible pour me protéger, et l'homme qui faisait enfin face à la vérité au lieu de regarder son assiette. Tu peux commencer, ai-je dit, par ne plus jamais détourner les yeux de son nom. Il a hoché la tête. Je ne lui ai pas pardonné ce jour-là. Le deuil et la culpabilité ne suffisent pas à obtenir le pardon automatique, mais je l'ai laissé se tenir à mes côtés dans le hall que ma mère avait sauvé, et pour ce matin-là, cela a suffi. Je suis toujours propriétaire du Harbor Crown, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que ma mère a construit quelque chose de durable. Elle savait que la peinture pouvait mentir. Elle savait que les gens pouvaient mentir, mais les fondations disent la vérité. Et quand la vérité a fini par surgir du sol, tout ce qui avait été construit sur le silence s'est effondré. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'histoire d'Evelyne a touché votre cœur, vous a rappelé votre propre famille ou vous a donné envie de vous défendre, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître vos impressions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en aurait besoin. Au revoir pour le moment, et à bientôt pour une nouvelle histoire.